Donc tout d'abord, merci d'être venu, bonjour. Et un grand merci à Hossein qui nous accueille au lieu-dit. C'est très important pour nous d'avoir des lieux comme ça pour pouvoir faire des conférences publiques. Donc on le remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup aussi à Hassan qui va filmer cette conférence, ce qui vous permettra, si vous voulez réécouter Alain Deneau ou le faire découvrir aux gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, de le retrouver sur notre site internet d'ici quelques jours. Donc notre site internet c'est recif.eu. Alors nous c'est l'association Recif. Recif ça veut dire Résistance citoyenne à la finance. On est une petite association, on s'est créé après la crise financière de 2008 parce qu'on était indignés de voir que les États n'avaient aucun moyen d'empêcher les bulles, les cracks, la spéculation financière, qui se contentaient d'obéir à l'idéologie du laisser-faire et puis de ramasser les pots cassés après. On pense au contraire que le rôle de l'État, c'est de donner des règles, de poser des limites, et que ces règles doivent être discutées dans le débat public pour qu'elles aillent dans l'intérêt du bien commun. Alain Deneau réfléchit justement beaucoup à la façon dont les États peuvent légaliser des pratiques qui vont à l'encontre de ce sens commun, à l'encontre de leurs propres valeurs morales. Donc Alain Deneau est chercheur et professeur en philosophie à Montréal. Il enseigne la théorie critique. Et il a écrit de nombreux ouvrages pour révéler comment le Canada légalise des pratiques inadmissibles. Alors parmi ces pratiques, la pratique de l'évasion fiscale. Alors vous ne le savez peut-être pas Alain Deneau, mais en France, nous n'avons plus de problème avec l'évasion fiscale puisque notre président Nicolas Sarkozy en 2010 disait sans rire, je cite, « Nous avons mis fin au scandale des paradis fiscaux ». Voilà. Alors évidemment, il y a le problème de la société Total, qui en 2013 a payé 0 € d'impôt sur les sociétés en France. Tous les fiscalistes vous diront qu'il n'y a pas de problème, tout ça est parfaitement légal. Mais ça ne vous étonnera pas, puisque justement dans ce livre, votre dernier livre, Paradis fiscaux, la filière canadienne, vous expliquez comment l'État canadien dicte des lois qui permettent justement aux grosses entreprises d'échapper à l'impôt. Donc ce livre, on en a quelques exemplaires que vous pourrez acheter à la suite de la conférence, ainsi que d'autres livres d'Alain Deneau. Donc ce qui nous intéressait aussi chez Alain Deneau, c'est qu'il dénonce le sabordage volontaire par les États de leur propre souveraineté face aux multinationales. Dans notre précédente conférence, on avait abordé le thème du traité transatlantique entre les USA et les États-Unis qui est en train de se négocier dans l'ombre. Et on a l'impression que dans ces traités de libre-échange, il y a le même but, c'est-à-dire laisser les multinationales dicter leurs lois aux États, donner tous les droits à ceux qu'on appelle les investisseurs et laisser les devoirs à nous, les simples citoyens. Donc c'est pour ça qu'on avait très envie d'inviter Alain Deneau et qu'on a sauté sur l'occasion quand on a su qu'il était de passage en France. Et on est ravis qu'il ait accepté notre invitation. Mais donc je ne vais pas parler plus longtemps et vous laisser la parole. Merci infiniment. Merci donc à Résistance citoyenne à la finance pour cette initiative. Il est hautement important de prendre conscience du caractère politique des décisions financières et de cesser, pour ainsi dire, ce ne sera pas le thème d'aujourd'hui, mais ce pourrait l'être, de cesser d'opposer au fond, cesser de confondre plutôt finance et économie et comprendre une fois pour toutes que l'expression finance et celle d'économie sont pratiquement contradictoires dans la mesure où la finance contribue à détruire l'univers dans lequel on est plutôt qu'à le constituer. Mais bon, moi je vais parler plus spécifiquement aujourd'hui, comme il a été dit, des paradis fiscaux. Et ce qui m'intéresse au fond aujourd'hui, ce que je me proposerais de faire en quelques 35-40 minutes, ce serait de partir de la définition type des paradis fiscaux, disons celle de l'OCDE pour aller vite, et de voir comment, bien y penser, cette définition mérite d'être complexifiée, au point même où, à la fin, on se rendra compte qu'un certain nombre de termes qu'on utilise pour penser le problème des paradis fiscaux sont eux-mêmes en crise aujourd'hui. Et cette crise, plutôt que de nous décourager, devrait nous montrer qu'on est finalement tous et toutes des égaux face aux paradis fiscaux, dans la mesure où le problème doit être aujourd'hui repensé absolument
à la racine. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est comment, quels sont au fond les instruments lexicaux qu'on a dans notre contexte historique pour penser le phénomène. Bon, les paradis fiscaux, si on commence, si on met la table et qu'on les cite rapidement, on sait lesquels ils sont spontanément, intuitivement. Ce sont les Bahamas, la Barbade, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les Caïmans, du côté de la Caraïbe. En Europe, on a la République maltaise, Monaco, le Liechtenstein, le Luxembourg, et ainsi de suite, l'Irlande. Bon. Et en Asie, il y aurait les îles Marshall, Singapour, ainsi de suite. Bon, dans l'océan Indien, les îles Seychelles, ainsi de suite. Bon, il y en a quelques 80-90. Et au fond, il s'agit rapidement de les définir selon, disons, une définition plus ou moins officielle ou en tout cas convenue. Il s'agirait de dire 4 choses des paradis fiscaux. D'abord, ce sont des législations où on prévoit pour certaines entités ou pour certaines catégories d'acteurs un taux d'imposition nul ou quasi nul. Bon, on inscrit des actifs dans les paradis fiscaux pour éviter le fisc. Bon, c'est le premier point. Deuxième point porte sur la nature des lois que l'on vote dans ces législations de complaisance, à savoir que les lois ne sont pas réellement substantielles, c'est-à-dire qu'on pourrait présenter le système de loi en vigueur dans un paradis fiscal un peu comme un dispositif visant à neutraliser le droit tel qu'il existe ailleurs. C'est parce qu'il y a des lois et un droit contraignant ailleurs dans le monde que dans un paradis fiscal, on va élaborer sur un mode négatif une législation. C'est un petit peu comme si on retournait le droit tel qu'il existe dans les États traditionnels comme un gant. Et si vous pensez à la loi telle qu'elle est libellée dans les articles que l'on retrouve dans les différents codes législatifs des paradis fiscaux, vous aurez des expressions du genre dans notre législation chez nous, comme par exemple à Hong Kong, un trust peut être créé par n'importe quel avocat d'affaires représentant n'importe qui, ayant n'importe quel type d'actif et menant n'importe quel type d'activité. Ou pour une société, on pourra dire, peuvent être actionnaires d'une société de tel type, n'importe qui, n'importe où, possédant n'importe quel actif, et les gestionnaires de la société peuvent se rencontrer n'importe où et faire n'importe quoi. Et donc, il y a, au fond, sur un mode macabre, une réalisation du slogan jadis généreux de mai 68 qu'il est interdit d'interdire. C'est-à-dire que la loi faut promulguer le fait qu'il n'y a pas de loi. Donc, c'est une loi négative, si on veut. Donc, c'est le deuxième point. Le troisième point concerne le secret bancaire, c'est que dans la plupart des paradis fiscaux, on prévoit dans le dispositif légal au pénal des mesures punitives envers des agents du secteur bancaire qui divulgueraient de l'information à des tiers, a fortiori s'il s'agit de représentants d'États étrangers. Donc, aux Caïmans, aux Bahamas, aux Bermudes, par exemple, et en Suisse d'abord et avant tout, depuis 1934, il y a des dispositions dans la loi qui interdisent la divulgation d'informations et qui garantissent du coup le secret bancaire, c'est-à-dire le fait que les titulaires d'actifs dans un paradis fiscal, de même que les opérations qui sont menées dans des entités créées dans les paradis fiscaux, ne peuvent pas être sujets au contrôle d'États traditionnels. Par État traditionnel, j'entends les États de droit, là, pour aller vite, dire, il y a la France, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis, le Canada, le Japon, les États auxquels on a l'habitude de penser qu'on emploie le mot État. Bon, ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point porte sur l'absence d'activité substantielle, c'est-à-dire que normalement, quand on crée une entité dans un paradis fiscal, substantiellement, il n'y s'y passe rien. C'est-à-dire que si, par exemple, une entreprise fabrique des balles de golf et crée une filiale à la Barbade, il y a fort peu de chances que sa filiale soit affairée à fabriquer elle aussi des balles de golf à la Barbade. C'est-à-dire que ce sont des entités que l'on crée strictement aux fins de jeux d'écriture comptable pour contourner le fisc ou contourner la loi sur un mode plus large. Donc ça, c'est habituellement la définition qu'on retient pour penser aux paradis fiscaux. Donc absence d'imposition, cadre législatif ultra permissif, voire libertarien, le secret bancaire qui protège les acteurs inscrivant
des activités, des actifs, des entités dans les paradis fiscaux, de tout contrôle de la part d'États de droit traditionnels, et enfin la possibilité de mener des jeux d'écriture comptable sans pour autant que substantiellement il s'en suive quelque chose. Je veux dire, c'est de New York, c'est de Toronto, c'est de Francfort, c'est de Paris, c'est de Tokyo que l'on inscrit des actifs dans des entités des paradis fiscaux qui sont contrôlés essentiellement depuis ces pôles financiers et non pas dans les législations mêmes où se trouve une poignée de juristes d'entreprise qui créent ces entités souvent factices. Bon. Maintenant, il y a une définition. Moi, mon but maintenant, c'est de complexifier toujours davantage cette définition-là, qui est convenue à mon sens et qui mérite d'être mise en crise, même si elle est pertinente. Il ne s'agit pas de la démonter complètement ou de la dénoncer, mais simplement de montrer que les choses sont toujours un peu plus complexes. Et j'avancerai d'un pas en citant une autre définition beaucoup plus simple. C'est pas parce qu'on complexifie qu'on rend les choses plus compliquées, au contraire. Beaucoup plus simple, de Richard Gordon, qui est un fiscaliste de l'IRS, l'Internal Revenue Service des États-Unis, l'IRS étant le fisc américain, en fait. Une définition donc de Richard Gordon qui avait soumis un rapport à la Maison-Blanche aux États-Unis en 1980, qui est sans doute le premier rapport officiel qu'on a sur les paradis fiscaux dans leur dimension, je dirais, moderne ou contemporaine, et qui dit ceci, tout simplement: un paradis fiscal est une législation considérée telle par ceux qui en profitent. Bon. Au fond, qu'est-ce à dire? Cette définition est intéressante parce qu'elle est beaucoup plus souple et elle ouvre au fond une sensibilité à différents types d'usages qui excèdent la seule question fiscale. Cela veut dire, au fond, que si, dans une législation, soudainement, on constate une concentration d'actifs et d'acteurs que ne justifie pas l'activité réelle en vigueur dans ce territoire, c'est donc qu'il y a lieu de penser qu'il y a paradis fiscal. Et au fond, à l'anglaise, justement, Richard Gordon aurait pu accompagner sa définition de l'adage que l'on connaît bien dans le monde anglophone, qui est de dire « the proof of the pudding is in the eating ». C'est-à-dire que si on accourt au Delaware, aux États-Unis, pour inscrire la plupart des entreprises américaines qui sont cotées en bourse, c'est qu'au Delaware, il y a des dispositions administratives et fiscales qui sont avantageuses pour des acteurs qui, sinon, ne prendraient pas la peine d'effectuer ce détour. De la même manière que si 75% des sociétés minières mondiales s'enregistrent au Canada, c'est pas parce qu'elles s'intéressent au nightlife de Toronto ou à la poutine, mais parce qu'elles voient en le Canada un cadre législatif avantageux, sans nécessairement que les définitions en cause dans les présentations convenues de ce que sont les paradis fiscaux soient pertinentes nécessairement. Je voudrais continuer donc, dans cette réflexion en insistant sur ceci, que les paradis fiscaux ne constituent pas strictement une question technique. Et c'est tout le problème en général de la fiscalité en politique, c'est qu'on a, dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a toujours un rapport soit dépassionné, soit absolument passionnel quant à la question fiscale. Donc la question fiscale, elle est souvent identifiée à quelque chose de technique, concerne des experts, c'est barbant, c'est des chiffres, c'est des pourcentages, c'est des textes de loi, au fond c'est assez chimérique, c'est assez en tout cas emberlificoté comme domaine, et en même temps c'est sur la base d'enjeux fiscaux qu'on a fait la Révolution américaine jusqu'au mouvement des indignés tout récemment aux États-Unis, en passant par les printemps arabes et la Révolution française, je veux dire, bien avant, et ainsi de suite. C'est-à-dire que quand il y a des soubresauts historiques, c'est souvent sur la base d'inégalités fiscales, et de questionnements de type fiscaux. C'est intéressant de voir comment ces deux attitudes peuvent, dans l'histoire, se succéder sur un mode souvent radical. Et par rapport à la question fiscale, il y a lieu de souligner à tout le moins qu'il ne s'agit pas, surtout en ce qui concerne les paradis fiscaux, de problèmes qui concernent strictement ou exclusivement en propre le droit fiscal et l'économie, par exemple. Mais très certainement du point de vue de la sociologie, des sciences politiques, de la criminologie, de l'anthropologie, de l'histoire, des études postcoloniales, la psychanalyse même, ou de l'esthétique et de la philosophie, on peut avoir un éclairage sur les paradis fiscaux qui permet de comprendre
un aspect du problème qu'évidemment une autre discipline n'aborderait pas. Et dans un des ouvrages que j'ai fait sur la question offshore, j'ai essayé en quelque sorte de réunir ces points de vue-là, c'est-à-dire de faire dialoguer des experts dans le domaine du transport maritime en même temps que des philosophes sur la pensée politique, des constitutionnalistes, ainsi qu'un certain nombre d'esthéticiens, pour des raisons qui sautent aux yeux une fois qu'on s'y est arrêté. Je pourrais y revenir à la période de questions sur les questions de méthode. Si on veut avancer dans la réflexion, je dirais qu'il y a 4 raisons qui justifient qu'on se préoccupe vivement de la question des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux sont un petit peu, pour la politique, ce que représentent les variations climatiques du point de vue de l'enjeu écologique. C'est-à-dire que c'est une question grave, abyssale, profonde, qui va traverser le siècle. Et il n'y a pas, contrairement à ce qu'évoque votre président ici, il n'y a pas de solution magique ou technique ou facile pour régler d'un seul coup la question des paradis fiscaux. D'une certaine façon, Nicolas Sarkozy avait raison, je crois que c'était à Pittsburgh en 2009, quand il avait dit que les paradis fiscaux, c'est fini, dans la mesure où, effectivement, les paradis fiscaux ne posent pas problème pour Total. C'est-à-dire qu'ils sont huilés, intégrés, légalisés, et on en use. C'est ce que je vais essayer d'expliquer allègrement. Donc, il y a 4, si on revient sur la question des disciplines, là, disons, il y a 4 enjeux différents qui, grosso modo, là, justifient qu'on se préoccupe des paradis fiscaux. Des enjeux de nature fiscale, sociale, criminologique et politique. Et si on commence par la question fiscale, et c'est la question la plus évidente, si on veut, et malheureusement la moins problématique, c'est-à-dire qu'on avance toujours en degré de gravité. Bien évidemment, la question, les paradis fiscaux empêchent les États de financer les institutions de bien commun et de s'imposer sur un mode, je dirais, sérieux par rapport à des oligarques ou à des acteurs puissants. Et un des problèmes auxquels on est confronté par rapport aux paradis fiscaux, c'est que très souvent dans les médias, on en parle par rapport à des têtes d'affiche, à des sportifs de haut niveau, à des acteurs, à des gens d'affaires qui tout d'un coup, sur un plan personnel, vont essayer de contourner le fisc en inscrivant leurs actifs ou leur domicile dans un paradis fiscal. On peut citer un grand acteur russe, par exemple, qui s'est fait beaucoup parler de lui ces dernières années, en délocalisant ses actifs à l'extérieur de la France pour justement éviter l'impôt. Mais plus important me semble être le recours qu'ont les grandes entreprises aux paradis fiscaux. Elles qui peuvent, sur une base régulière et tout à fait intégrée, éviter le fisc grâce à eux. On a chez nous un ex-ministre des Finances qui a dit si une société paie des impôts au Canada, c'est qu'elle a vraiment un très mauvais comptable. Tellement il est facile aujourd'hui de contourner l'impôt. On n'a qu'à citer le cas de Google qui, en 2011, a payé 2,4% d'impôts et qui a été capable de planquer quelques 10 milliards d'euros ou de dollars, il y a à peu près la parité, 10 milliards de dollars aux Bermudes. Comment on procède, de manière générale, évidemment, je n'entrerai pas dans la technicalité comptable, mais d'une manière générale, la façon dont on procède, grâce à la complicité des États à un titre ou à un autre, c'est en créant une filiale dans un paradis fiscal. Là, je pense en termes du point de vue des entreprises. Comment les entreprises arrivent à faire, comme Google, à payer 2,4% d'impôts alors qu'elles sont multimilliardaires. Eh bien, le truc, au fond, c'est de créer une filiale dans un paradis fiscal et de lui céder des actifs que l'on détient. Par exemple, si on gère une chaîne de restaurants qui porte un nom tel que le lieu-dit, disons, on peut céder à une filiale de la Barbade ou à une fiduciaire du Luxembourg ou à je ne sais trop quelle entité des Bermudes les droits d'utilisation de la marque, le lieu-dit. Donc ensuite, les restaurants, que ce soit des succursales ou peu importe quel statut elles ont, devront payer à la filiale de l'entité le droit d'utilisation de leur propre marque. Et on peut faire la même chose ensuite quant aux voitures de fonction, aux lieux, à l'immobilier que l'on détient, c'est-à-dire faire en sorte que la filiale qui ne comprend aucun employé et qui a été créée par un avocat d'affaires qui accueille sous un même toit des milliers d'entreprises, soit propriétaire sur papier d'entités
qui suppose que là où la société mène ses opérations, il faille continuellement financer l'utilisation de ses propres biens. Donc, l'idée, c'est que dans le paradis fiscal, où il y a peu d'imposition, voire pas du tout d'impôts, on ait le plus d'actifs possible et le moins d'actifs possible sur papier, là où on mène des opérations et où il y a un impôt responsable. Donc, chez nous, il y a un accord de non-double imposition qui a été signé en 1980 entre le Canada et la Barbade, qui fait que légalement, les entreprises canadiennes peuvent créer des filiales à la Barbade, céder des actifs, et ensuite rapatrier les fonds sans payer d'impôts au Canada une fois qu'ils ont effectué ce tour de passe-passe, ce manège. Donc ça, c'est un des premiers problèmes qui est fort important dans la mesure où, effectivement, comme disait François-Xavier Verschave, s'il n'y a plus que les pauvres et les imbéciles qui paient des impôts, comment on va financer le bien commun? Et le problème est d'autant plus pertinent et préoccupant que les entreprises, si on est rigoureux, ont elles-mêmes besoin des infrastructures publiques. Il y a un investisseur étranger qui arrive à Paris, là, il a à sa disposition des aéroports, un système routier, un système de justice qui garantit son enrichissement illimité, un système social qui garantit la paix sociale, un système d'éducation et de recherche qui fournit la main-d'œuvre dont il a besoin, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de faire des profits à titre privé dans quelque monde que ce soit, si on ne compte pas sur les infrastructures publiques, mais on est dans un monde où les investisseurs ne financent pas les infrastructures dont ils ont eux-mêmes besoin pour engranger des capitaux massivement sur un mode record. Et la question est, par exemple, préoccupante. Je vous cite des données propres à chez nous parce que j'ai fait une recherche cette dernière année sur le Canada, donc c'est plus ces données-là que j'ai en tête. Mais par exemple, l'industrie minière au Québec paie les employés des sociétés minières au Québec paient 3 fois plus d'impôts que les sociétés minières elles-mêmes, alors qu'elles engrangent, elles ont un chiffre d'affaires qui se compte en milliards de dollars, ce qui n'est pas le cas de leurs employés au cumul. Donc, et très souvent, les gouvernements vont avoir pour rhétorique, ou le Fonds monétaire international, ou des think tanks, ou des professeurs d'université, ou des professeurs dans les écoles de commerce, qu'il faut alléger le capital, il faut oxygéner le capital, il ne faut pas l'imposer beaucoup, alors que là, lorsqu'on regarde de près, on se rend compte que les multinationales ont au cumul des milliards de dollars, des centaines et des milliers de milliards de dollars en dépôts bancaires. C'est-à-dire que les entreprises comme nous, quand on a notre chèque de paye, là, vont porter à la banque des fonds en liquide parce qu'elles n'arrivent pas à l'investir. Donc, il n'est pas vrai, il n'est pas vérifiable, ce sont ce qu'on appelle les théories somnambules, là. Il n'est pas vérifiable que lorsqu'on allège le taux d'imposition des sociétés, qu'elles investissent automatiquement dans l'économie réelle pour générer, je veux dire, une activité qui serait source de création d'emplois, comme le veut comme l'espèce de discours somnambule. Donc ça, c'est le premier point, il est d'ordre fiscal. Les paradis fiscaux permettent aux entreprises de contourner le fisc allègrement et de faire en sorte que la classe moyenne et les prolétaires financent seuls à peu près les institutions de bien commun. Et le prix, on le paye à plusieurs titres. C'est que d'une part, il y a une hémorragie financière qui encourt des pertes dans le trésor public. C'est-à-dire que ce sont des fonds qui se comptent en plusieurs milliards de dollars dans chaque pays et qui échappent au fisc. C'est le premier point. Mais le deuxième point, il est d'ordre concurrentiel. C'est-à-dire que les États, voyant les capitaux leur échapper, ont tendance à revoir à la baisse le taux d'imposition du revenu sur le capital ou le taux d'imposition sur le revenu des entreprises. Alors que pour éviter que trop de capitaux échappent, là, le taux d'imposition va diminuer. Par exemple, au Canada, le taux d'imposition sur le revenu des entreprises était de 38% en 1981, il est de 15% aujourd'hui. Parce qu'on a voulu retenir les capitaux, et ça, c'est sans parler d'impôts qu'on a tout à fait abolis, là, selon les titres. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il porte sur le service de la dette. Aujourd'hui, on emprunte à des instances qu'on n'impose plus. Donc c'est le monde à l'envers. Donc c'est au fond, c'est le trésor public qui finance le capital qui lui a été prêté pour arriver à gérer un budget qu'il n'arrive pas à financer étant donné l'effet fiscal. Donc on paye aux créanciers, on paye les créanciers qu'on n'impose plus, au fond parce que ce sont les mêmes. Et le quatrième point est plus sociologique, au fond, c'est qu'il concerne les citoyens et citoyennes qui ont des services de moins bonne qualité.
une protection sociale de moins bonne qualité, un État qui continuellement dit qu'il n'a pas d'argent pour la culture, pour la voirie, pour l'éducation, pour les services sociaux, pour la solidarité internationale, pour quoi que ce soit. Et donc, on est confronté, au contraire, à des budgets de rigueur qui se justifient par tout ce que j'ai pu expliquer. Donc, et ce qu'on voit là, je pense, et c'est très donc décomplexer, puisque c'est un terme à la mode qu'on pourrait reprendre à gauche, les citoyennes et citoyens, ce qu'on constate, c'est à quel point la question des paradis fiscaux n'est pas technique. Parce que les données que je viens d'échafauder là, sur les pertes ne se mesurent pas. Donc, on ne peut pas dire là, quantitativement, au fond, s'il n'y avait pas les paradis fiscaux, quel serait le taux d'imposition réel auxquels seraient confrontées les entreprises pour financer le bien commun. Bon, je veux dire, on voit que il y a trop de conjectures. Là. Ce qu'on comprend, c'est que qualitativement, ces arguments-là, mis bout à bout, donnent une idée assez juste, au fond, des pertes qui sont occasionnées par le système offshore. Bon. Donc, c'était le premier point, question fiscale. Deuxième point est d'ordre social. Les paradis fiscaux frappent de plein fouet les collectivités dans tous les aspects de la vie sociale. Et c'est pour ça qu'à partir d'ici, moi, je voudrais délaisser l'expression paradis fiscal, qui me semble trop restreinte, qui me semble d'ailleurs contestable, parce que, si on y pense, il s'agit d'un recyclage de l'esthétique coloniale. Parce que dans les années 1950-60, il a bien fallu nommer ces espèces de législations émergentes qui étaient ultra permissives et libertariennes. On n'a pas dit des États libertariens, ce qui aurait été quand même plus juste. On a plutôt dit des paradis fiscaux, puisque les législations concernées étaient souvent d'anciennes colonies. Alors, on s'est contenté de recycler l'esthétique coloniale du 19e siècle, de ces îles où toute licence est permise, avec des cocotiers, des palmiers, ainsi de suite, toute la représentation qu'on a encore aujourd'hui. Vraiment de paradis. Bon, sur le mode des vaïnés qui pouvaient un peu comme enchanter les visiteurs dans différents récits propres à la littérature colonialiste. Quoi. Donc, au fond, c'est une expression d'inspiration colonialiste que je pense qu'on pourrait plus ou moins délaisser. En tous les cas, délaisser en ce qui concerne l'appellation générique d'un grand nombre de législations qui fonctionnent par analogie, comme les paradis fiscaux, mais qui ne concernent pas proprement le fisc. Au fond, il y a les paradis fiscaux qui permettent à des acteurs puissants de contourner le fisc en inscrivant des opérations à l'extérieur de la législation où ont lieu leurs opérations réelles, mais il y a aussi, par ailleurs, dans le domaine du transport maritime, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine du travail, dans le domaine de la finance à risque, dans le domaine de l'énergie, des législations qui aménagent leur dispositif légal de façon à permettre à des acteurs de contourner la loi au-delà de la stricte question fiscale. Et je propose de désigner sobrement ces législations-là des législations de complaisance. Des législations de complaisance, c'est-à-dire des paradis fiscaux, bien sûr, mais également des zones franches, des ports francs, des paradis réglementaires, des paradis bancaires, qui permettent des opérations à des acteurs puissants sans qu'il s'agisse strictement de fiscalité. Au fond, on pourrait définir les législations de complaisance comme des législations permettant à des acteurs qui se trouvent confrontés à des contraintes, quelles qu'elles soient, dans un état donné, de les contourner en s'enregistrant chez elles. Et c'est ainsi, je pense, qu'on peut expliquer qu'il y a autant de législations de complaisance. Si on en compte quelques 80-90, c'est parce que chaque législation de complaisance offre son expertise propre. Il ne s'agit pas de législation interchangeable. On ne fait pas la même chose d'une législation à l'autre. Et par législation, je n'entends pas nécessairement seulement des pays, mais ça peut être des territoires britanniques d'outre-mer, ça peut être des aires législatives particulières à même les États comme le Delaware aux États-Unis, ainsi de suite. Mais s'il y a au fond, j'ai tendance à présenter les législations de complaisance comme des boutiques qu'on retrouve sur une rue commerçante. C'est-à-dire que chaque législation de complaisance a son expertise et sa taille aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir, au fond, les grandes surfaces qui font un peu tout, comme les Bermudes, le Panama, ainsi de suite. Et il y aura les boutiques qui se spécialisent dans un secteur ou un autre. Par exemple, évidemment, dans le champ même de la fiscalité, il y a une spécialisation.
Les contribuables allemands savent que s'ils veulent contourner le fisc allemand, même sur un plan légal, pas toujours sur un mode frauduleux, on peut se tourner vers le Liechtenstein qui a adapté complètement sa législation pour favoriser l'exode de capitaux à des fins d'optimisation fiscale. Pour la France, ce sera plutôt la Suisse ou Monaco selon les opérations. Pour le Canada, ce sera la Barbade. Pour les États-Unis, les Caïmans savent se débrouiller, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. En ce qui concerne d'autres secteurs d'activité, par exemple, dans le domaine de l'assurance, les Bermudes et les îles turques et caïques permettent aux sociétés d'assurance de pratiquer ce qu'on appelle la réassurance et de jouer à la bourse, par exemple, sur les marchés financiers, les fonds propres au secteur de l'assurance sans respecter les règles qui prévalent dans les États traditionnels en ce qui concerne, par exemple, l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on peut jouer plus qu'on ne pourrait dans un État traditionnel dans ces législations de complaisance-là parce que le domaine de l'assurance n'est pas encadré, où on peut assurer des clients sur la base pour des risques qui ne sont pas reconnus dans les États traditionnels, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le secteur de l'assurance peut, aux Bermudes notamment, contourner la réglementation en vigueur dans son secteur, dans les États traditionnels. En ce qui concerne la finance à risque, ce qu'on a appelé les fonds de couverture, les hedge funds, évidemment, au Caïmans, on leur permet toute latitude dans ce qui concerne des modalités, l'élaboration, par exemple, de produits financiers tout à fait fantasques et des prises de risques tout à fait hallucinantes, chose qui serait moins évidente dans un État traditionnel. En ce qui concerne, par exemple, les pratiques du hors-bilan, c'est-à-dire scinder de sa comptabilité une entité qui plombe un peu les résultats du groupe. On va au Luxembourg, par exemple. Au Luxembourg, on peut pratiquer le hors-bilan et ainsi maquiller les comptes pratiquement et faire en sorte, en tout cas, que les données que l'on retient satisfassent davantage les actionnaires d'une entreprise. En ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle et le droit d'auteur, l'Irlande et le paradis tout choisi, quelques années, on a vu des artistes se prendre de passion pour l'Irlande tout d'un coup parce qu'en inscrivant ses avoirs, on pouvait éviter le fisc. En ce qui concerne les plateformes pétrolières comme celle de BP dans le golfe du Mexique, évidemment, ce sont les îles Marshall qui sont toutes désignées. Une société minière est habituellement créée au Canada. 3 sociétés minières sur 4 dans le monde sont canadiennes, même si elles sont créées depuis l'étranger et agissent à l'étranger. On peut même créer une fiducie de revenus dans le domaine de l'énergie au Canada qui ne paiera pas d'impôts si ses actifs sont détenus à l'extérieur des frontières du pays. En ce qui concerne le pari sportif, on peut en parler par les temps qui courent, c'est Singapour, qui permet donc une activité dans ce secteur sans aucun contrôle. La pharmaceutique a trouvé son lieu d'inscription en Côte d'Ivoire, pour le médical, c'est Sainte-Lucie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce qu'on peut voir, c'est que chaque secteur d'activité, chaque acteur de tout secteur d'activité trouve à l'échelle de la mondialisation une offre législative pour que ce qui serait illégal dans son lieu d'opération devienne légal là-bas. Et Marie-Christine Dupuy-Danon, qui est une experte en matière d'anti-blanchiment, qui a travaillé à l'ONU déjà, explique dans Finance criminelle que le problème aujourd'hui, quand un acteur a en tête de commettre un méfait, le problème, c'est que cet acteur-là peut se demander où, dans quel espace il peut enregistrer son opération pour que ce qui était illégal dans le pays concerné devienne légal dans cette nouvelle législation. Donc ça, c'est le deuxième point, il est d'ordre social. Le troisième point, il est criminologique. Je vais passer vite parce que ce serait une conférence en soi, mais évidemment, sans qu'ils aient été créés de toutes pièces par eux, les acteurs des grandes filières criminelles, hein, les barons de la drogue, les acteurs liés à la corruption politique, au trafic de la drogue, au trafic d'armes, au trafic d'espèces protégées, au trafic de matières dangereuses, la filière de la prostitution, de la pornographie ou de la contrefaçon dans le domaine pharmaceutique, par exemple, inscrivent leurs opérations dans les paradis fiscaux, bien évidemment. Ce ne sera pas à la Banque populaire du coin qu'on inscrira les fruits d'une activité criminelle à la fin de sa journée. Et les paradis fiscaux ne sont pas l'œuvre du crime organisé, mais on a su, dans ces milieux interlopes, tirer profit de la finance internationale telle qu'elle s'est mondialisée
disons, surtout au milieu du 20e siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, dans la foulée du plan Marshall qui a donné lieu aux euromarchés, qui ont donné lieu eux-mêmes à la planète financière, donc à tout un monde financier qui peut être géré, qui peut évoluer indépendamment des États traditionnels. Je pourrais en parler plus tard. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un anthropologue comme Pino Arlacchi, en Italie, a pu suivre l'évolution de la mafia italienne pendant tout le 20e siècle et constater que de féodale qu'elle était au début du 20e siècle et d'industrielle qu'elle est devenue au milieu du 20e siècle, elle est finalement arrivée à la finance à la fin du 20e siècle avec en son sein des comptables, des juristes qui ouvraient des comptes en Suisse pour mener des opérations disons, criminelles tout en ayant un pied dans l'économie licite. Ils s'en vont les chercher. Une économie licite dans le cadre économique institué en Italie. Et quand, je veux dire, un des auteurs les plus percutants sur cette question-là est très certainement Jean de Maillard, qui est un juge en exercice qui écrit énormément d'ouvrages sur cette intégration de l'économie licite et de l'économie illicite, au point où il dira qu'on ne peut pas établir de frontières entre ces deux économies-là. Je veux dire, quand on voit dans le procès Elf, à quel point Elf pouvait à la fois, je veux dire, pratiquer le trafic d'armes et la vente d'essence au détail, on voit très bien à quel point les économies se métissent. Une figure qui à elle seule représente le phénomène est très certainement Sir Stafford Sands, qui était dans les années 60 aux Bahamas à la fois le ministre du Tourisme et le ministre des Finances. Comme ministre du Tourisme, il pouvait favoriser le développement de casinos et d'hôtels pour permettre aux acteurs de filières criminelles américaines de blanchir des fonds dans des casinos. Depuis la révolution castriste, on avait déménagé les casinos de type mafieux aux Bahamas et en même temps, comme ministre des Finances, favoriser le développement de l'archipel en pôle financier pour accueillir les euro-dollars issus du plan Marshall en Europe. Donc on avait là vraiment un mélange des deux économies tout à fait, disons, représenté dans ce double statut de Sir Stafford Sands. Et c'était d'autant plus intéressant de constater que tout en étant ministre de l'économie, des Finances et du Tourisme de son archipel, il était aussi membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Donc il était en même temps le gestionnaire d'une banque de taille internationale. Donc le problème en fait avec les législations de complaisance, c'est qu'ils favorisent beaucoup le transfert de fonds du domaine légal au domaine illégal et vice-versa. Et l'intégration se fait toujours davantage. Par exemple, en 2010, le Canada a signé un accord de libre-échange avec le Panama. Alors que le Panama est, foi de tout criminologue qui se respecte, le pays où on blanchit le plus au monde de fonds issus du narcotrafic. Alors le Canada a, en signant cet accord de libre-échange, intégré son économie à l'économie panaméenne de façon à ce que soit favorisé le transfert de fonds de la part, entre guillemets, d'investisseurs panaméens du Panama au Canada, par exemple dans le domaine de l'immobilier ou dans différents secteurs d'activité, le gaz de schiste et les sables bitumineux, quoi. Bon. Enfin, le quatrième problème est d'ordre politique. Selon la Banque de règlements internationaux, qui comprend les banques centrales du monde, plus de la moitié des transactions financières internationales concernent les paradis fiscaux. C'est pas un problème marginal. Et c'est pas tout à fait attesté, mais il apparaît que 50% du stock mondial d'argent transite ou réside dans les paradis fiscaux. Donc, au fond, ce qu'on peut déduire de ces données, c'est à quel point, au-delà des simples chiffres, les paradis fiscaux permettent la moitié des opérations financières mondiales hors de tout contrôle. Et je pense que le moment est venu de cesser, une fois qu'on a compris cela ou admis cela, de parler des paradis fiscaux sur un mode négatif en termes conceptuels. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des paradis fiscaux, très souvent on parle en termes de fuite, d'évasion, d'exil, d'ailleurs, d'exode. C'est toujours une question de dissimulation, d'économie parallèle, comme si au fond, les fonds qu'on dissimule dans les paradis fiscaux trouvaient chez eux
une sorte de point d'aboutissement et d'achoppement, comme si on allait à bout de force les placer là et qu'il allait comme choir dans les paradis fiscaux, alors qu'au contraire, les fonds dont il s'agit et qui sont formellement inscrits dans les paradis fiscaux alimentent des opérations de tout genre et font des acteurs qui y ont accès, des acteurs souverains, des acteurs qui peuvent prendre des décisions, mener des opérations sans qu'il n'y ait quelque encadrement que ce soit. Et au fond, si on file cette réflexion sur la souveraineté, on se rend compte qu'un acteur qui est présent dans les paradis fiscaux peut agir sans être gêné de quelque manière que ce soit par un État traditionnel. C'est-à-dire qu'on peut, dans un paradis fiscal, déjà avoir droit à une inscription légitimante dans une législation qui est souvent reconnue par l'ONU et qui est formelle. C'est-à-dire notre société, elle est panaméenne, elle est de Hong Kong, elle est luxembourgeoise, elle est maltaise, elle est quelque chose, donc elle a trouvé un point d'appui réel, donc elle est une société de droit, d'une part. D'autre part, deuxième point, dans les paradis fiscaux, les acteurs ont accès à tout le système bancaire international. Troisièmement, dans les législations de complaisance, on peut mettre sur pied des fonds à risque, investir, jouer à la bourse, depuis les paradis fiscaux, depuis les législations de complaisance. Le quatrième point concerne le droit. Il y a dans les législations de complaisance des chambres de compensation, Euroclear et Clearstream en Belgique et au Luxembourg, qui permettent au fond une sorte de service de notariat archi-privé et donc une traçabilité des transactions, mais sur un mode là aussi qui échappe aux États traditionnels. Cinquièmement, évidemment, le trafic d'armes et les firmes de sécurité privée peuvent être créées ou avoir lieu dans les paradis fiscaux de façon à mettre sur pied de petites ou moyennes armées au Libéria, en Angola, au Congo-Kinshasa ou dans des pays où il y aurait des manifestations politiques contre certains projets dans le domaine énergétique, par exemple, en Équateur, ainsi de suite, de façon à nuire au fonctionnement de toute velléité démocratique et de façon, au fond, à imposer le droit, qui est le droit des affaires, strictement, par la force. Le sixième point concerne la corruption, le trafic d'influence, le financement des caisses noires des partis politiques ou le financement direct des partis politiques aux États-Unis où là, il n'y a pas de plafond. Sans parler, effectivement, du trafic d'influence dans des pays où la majorité des avoirs nationaux sont dans des comptes offshore. Enfin, septième point, un des points, septième, ce serait la question du travail, l'industrie. C'est-à-dire que les minerais, les ressources naturelles, les biens qu'on exploite dans des pays où on a corrompu, où on a armé des milices pour avoir accès aux ressources, peuvent être traités dans des zones franches qui supposent aucun encadrement légal quant au travail. Les zones franches sont en quelque sorte des paradis fiscaux du travail. En Jamaïque, en Haïti, au Bangladesh, en Inde, en Chine, il y a des zones franches qui permettent d'embaucher sur un mode qui rappelle le 19e siècle des gens, des enfants, des femmes, dire sans considération, liés au salaire minimum, à la sécurité au travail, et ainsi de suite, donc de façon à mettre à mal les dispositifs et les acquis sociaux que l'on s'est donnés dans l'histoire ici. Et il y a le problème du transport maritime qui se pose aussi, c'est-à-dire que les zones franches permettent à 65% au moins du trafic maritime de se faire sans aucun encadrement, que ce soit par rapport au travail ou à l'écologie. Bon, je vais un peu vite là sur les autres points. Il y aurait eu lieu de... Peut-être un dernier point pour rendre la chose encore plus difficile à circonscrire, ce serait de dire que le gros problème des législations de complaisance, c'est que lorsqu'on en parle officiellement, dans les journaux, dans les rapports officiels, et même dans les ONG, même dans certains livres critiques, on continue de la faire avec les termes de l'économie réelle. On continue de dire qu'il y a des investissements directs à l'étranger dans les paradis fiscaux, alors qu'on n'investit pas dans les paradis fiscaux, on dissimule des fonds, on les transfère pour les mettre au service d'opérations qui n'ont
n'ont rien à voir avec des investissements au sens où on l'entend dans l'économie réelle. On dit qu'il y a des trusts dans les paradis fiscaux, alors que le créateur, l'administrateur et le bénéficiaire du trust, qui sont normalement, par définition, 3 personnes différentes, peuvent être la même personne dans un paradis fiscal, qui est au fond une façon de contredire le mot même dans son terme. On dit qu'il y a des fondations caritatives dans les paradis fiscaux, mais quand on considère qu'au Caïman, une fondation caritative, en 2009, détenait la flotte d'Air France, on peut se demander de quelle charité on parle, quoi. Bon, ainsi de suite. Donc, on est confronté à un vocabulaire qui est absolument pas adapté au problème. Bon, et le reste, c'est le reste. La question de la législation pose problème, et ainsi de suite. Donc, tout est à revoir. À mon sens, il faudrait complètement... c'est un projet que un jour, peut-être que je réaliserai, mais au fond, avec d'autres, c'est-à-dire de rédiger une sorte de dictionnaire critique des paradis fiscaux pour arriver à se donner les mots qu'il faut pour nommer tels qu'ils sont ces législations et ce système. Voilà, bon, mais je veux dire, mais pour pas trop être déprimant, parce que j'ai l'habitude de dire que je ne compte pas au titre des solutions politiques le suicide collectif. Il y a un élément de langage, descriptif qu'on peut relever, c'est que très souvent on parle des paradis fiscaux comme échappant au commun. Les gens n'en parlent pas parce que on ne sait pas positivement ce qui se trame dans les paradis fiscaux, alors on fait comme s'ils n'existaient pas, c'est semble confus, c'est une chose au fond nébuleuse, puis même intimidante au fond, alors que ma stupéfaction quand je me suis intéressé, c'est depuis 15 ans maintenant aux paradis fiscaux, c'est de voir à quel point les premiers acteurs ayant accès à la parole publique qui ont parlé des paradis fiscaux, ce sont les réalisateurs d'Hollywood, les dessinateurs de BD belges et les romanciers de guerre américains. Donc, pourquoi? Là, je fais de la philo, donc je remonte à la poétique d'Aristote, qui nous rappelle que, pour qu'une œuvre suscite l'adhésion des spectateurs, il faut qu'elle soit vraisemblable. Et les producteurs et réalisateurs d'Hollywood se rendent bien compte que s'ils veulent rendre vraisemblable un grand baron de la drogue, ou un grand marchand d'armes, ou un grand trafiquant dans l'import-export, ou un grand politicien corrompu, il faut le montrer en tant qu'il a accès aux comptes à numéro suisse, aux banques luxembourgeoises ou aux opérations illicites du Panama, quoi. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'il a accès à cette autre finance, à cette autre politique, à cet autre monde, sinon on ne le croira pas. Et on ne croira pas à partir... Et là, dans Upshur, j'en ai fait la généalogie à partir des années 80. Dans le cinéma d'Hollywood, on ne prend plus au sérieux quelqu'un qui se promène avec une valise pleine de billets de banque. Cet acteur-là se présente dans ce cinéma comme étant finalement un voyou de faible envergure. Alors que dans les décennies précédentes, c'était le contraire. Si on avait une valise pleine de coupures de billets, c'est qu'on était puissant. Alors, comment on passe pour le faible parce que c'est et ça, c'est autant dans les films de série B que les films à grand déploiement qu'on le voit. C'est que si on n'a pas accès à ce système bancaire mystérieux, au fond, et il l'est vraiment, on n'est pas sérieux. Et donc, ce qu'on comprend par ce que révèle ce cinéma, ces bandes dessinées qui ont pour titre l'IRS ou Secret bancaire ou quoi encore, ou ces romans à la John Grisham ou à la John le Carré qui continuellement citent les Caïmans, les Bermudes, le Luxembourg. Ce que l'on comprend, c'est qu'au fond, les gens savent ce qu'il en est des paradis fiscaux. C'est ça que révèle ce cinéma-là, même s'il ne politise personne. Les gens savent ce qu'il en est des paradis fiscaux, mais je dirais qu'ils ne savent pas qu'ils savent. Et au fond, le travail militant, le travail politique, le travail citoyen consiste à partir de ce degré de conscience qui est plus relégué au divertissement, de partir de ce degré de conscience et en faire une affaire politique. Mais surtout pas partir en se disant que les gens ne comprennent pas. Puisque même les producteurs d'Hollywood, qui très souvent méprisent leur public, partent quand même sur la base de la compréhension du phénomène. Sinon, on n'articulerait pas les intrigues comme on le fait. Et je pense qu'on peut aussi tabler sur le fait que les paradis fiscaux seront d'autant plus compris, le problème des législations de complaisance sera d'autant mieux compris qu'on le cite quant aux différents secteurs d'activité dans lesquels se trouvent d'éventuels interlocuteurs et interlocutrices. C'est-à-dire que dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de la recherche
supérieur, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la solidarité internationale, dans le domaine des politiques publiques, dans le domaine même de l'économie locale, de l'économie solidaire. Il y a lieu, d'une manière spécifique, d'évoquer ou même d'analyser la façon dont l'existence des paradis fiscaux nuise aux acteurs dans ce secteur particulier-là, de façon à ce que les paradis fiscaux ne soient plus une question en tant que telle, mais deviennent l'objet d'un raisonnement et d'une réflexion transversale, que dans chaque secteur d'activité, on s'empare de la question sur un mode spécifique, parce qu'évidemment, les responsables de PME ne vont pas parler des paradis fiscaux de la même manière que les artistes ou les chercheurs ou les gens attachés à la santé publique. Mais on le fera de façon à vont faire comprendre le caractère global du problème et de marquer l'importance de donner à ce problème-là une réplique non moins globale. Merci de votre attention. Merci. Alors on va passer aux questions. On a un micro qui se déplace. Donc je vais vous l'apporter. Je vous demande de parler bien dans le micro pour qu'on entende la question, pour qu'on puisse comprendre la réponse après sur le film. Je vous rappelle que les ouvrages d'Alain Deneau, vous pourrez les acheter après. On en a quelques-uns, pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait poser une question ? Là. Je crois que je dois pouvoir y arriver sans le micro. C'est le micro. Oui, bonjour, merci encore pour votre conférence. Je voudrais que vous reveniez, si c'était possible, sur votre analyse du terme de gouvernance et justement de ses implications, en termes de désappropriation de l'État, de ses pouvoirs et responsabilités au profit d'un terme plus entrepreneurial. Oui, c'est intéressant. Est-ce que vous m'entendez sans micro? J'ai commis l'an dernier ce défouloir qui est le livre Gouvernance, Management totalitaire, qui est un excursus en fait. J'évoque ce terme-là dans à peu près tous mes travaux, mais c'est toujours sur un plan marginal. En fait, si on fait, il me semble que ça répond à la question, si on fait la brève histoire du terme de gouvernance, on se rappelle que c'est un terme qui a été élaboré dans les théories de l'organisation privée dans les années d'après-guerre, parce qu'on se retrouvait confronté à des grands groupes qui devaient gérer pratiquement des villes, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans des grands groupes qui comptaient énormément d'actionnaires, de cadres, d'employés, ainsi de suite. Puis la gouvernance, ça a été au fond une espèce de théorie avec un terme assez ronflant, là, consistant à voir comment on distribuait le pouvoir dans des grands groupes comme Kodak, comme Goodyear, comme les grandes entités. Mais Margaret Thatcher a transféré finalement ce terme qui se voulait un peu l'analogie de la Constitution pour un État, quoi, mais dans le secteur de l'entreprise privée, a transféré toute cette terminologie et cette connaissance, entre guillemets, de la gestion privée dans le champ public, comme si désormais toute chose devait être pensée et abordée à la manière d'un objet relevant de l'organisation privée. Et à partir de là, on a finalement procédé à une sorte de révolution. Et j'abuse pas des mots quand je parle de révolution, dans le sens où, au fond, ce qui caractérise une révolution, bien plus que certaines scènes stéréotypées, de type, les étendards ensanglantés avec les peuples en furie, une révolution, c'est très souvent un changement de paradigme linguistique. Après une révolution, on ne parle jamais de la même manière qu'avant, quoi. Et au fond, la gouvernance, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle elle supplée à la politique. Elle se substitue à la politique. Elle se substitue à la politique et elle transforme tout le vocabulaire qui était jadis usité pour penser la chose commune. Donc on ne parlera plus de citoyens, on va parler de parties prenantes, on ne parlera plus de vie publique, on va parler de partenariat, on ne parlera plus, je ne sais trop quoi, de population, on va parler de classe, on va parler de société civile, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va complètement, on ne parlera plus de citoyens ou de bénéficiaires, on va parler de clients, en toutes circonstances. Là, on veut dire, la Bibliothèque nationale du Québec, qui est quand même censée être l'institution qui défend la culture au premier chef, on nous accueille avec une faute de français, parce qu'on nous accueille avec l'expression « cher client », alors qu'on est quand même dans une bibliothèque publique où il n'y a aucune transaction de type commercial qui accourt. Donc on est complètement, au fond,
intégrés dans un monde où on ne... Au fond, ce qui se perd, ce qui se dissout, c'est précisément la conscience de la chose commune, parce que tout est pensé selon des modalités de type privé, comme si tout était privatisable, au fond. Et on transforme ensuite même des institutions qui restent publiques comme des entreprises devant fonctionner à la manière d'entités privées, comme la Poste ou ainsi de suite, les médias. Et bien sûr que les paradis fiscaux me semblent être la souveraineté offshore qui se manifeste à travers les législations de complaisance, me semble être le versant international de la gouvernance qui consiste à conférer un pouvoir souverain à l'intérieur des États traditionnels aux acteurs privés. Mais au fond, la gouvernance, ce serait le versant local ou intérieur, en anglais on dirait domestique, intérieur, à la souveraineté offshore qui est le versant extérieur. Mais c'est effectivement les deux faces d'une même médaille. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt... Oui, je pense qu'en France, beaucoup de nos concitoyens sont quand même au courant de cette évasion fiscale, parce qu'il y a eu quand même des bouquins qui sont sortis, il y a beaucoup de journaux qui ont fait des enquêtes là-dessus, il y a beaucoup d'investigations, il y a eu la télé, les documentaires intéressants qui ont été très suivis. Mais alors, donc, je pense que beaucoup de nos concitoyens sont au courant. Mais alors, beaucoup ne voient pas comment combattre ça, quoi. Et ils pensent qu'il n'y a pas la volonté politique vraiment de combattre. Parce qu'en France, on a eu quand même des gros scandales par rapport à ça. Il y a eu, y compris au niveau des ministres, d'un ministre quand même. Alors donc, ça contribue aussi, je trouve, au pourrissement un peu de la vie politique, parce que les gens n'ont plus confiance. Et justement, pourquoi le Front National a monté comme ça en France, ça a dû contribuer tout ça. Alors, donc, c'est là-dessus qu'on s'interroge beaucoup, quoi. Comment il faudrait qu'il y ait des grandes campagnes contre ça. Et puis, alors, d'autre part, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur le fait que ces richesses accumulées, énormes, qui n'ont jamais été aussi énormes, sont quand même le fruit du travail des gens. Et ça, on ne le dit pas assez, je trouve. C'est quand même le travail de ceux qui ont... C'est ceux qui ont contribué à créer toutes ces richesses, tous ces frics. Alors donc, je crois qu'il faut mettre l'accent là-dessus en priorité, à mon avis. Alors, je voulais aussi donner un exemple que j'ai lu dans un journal de province, d'ailleurs, dans Ouest France, l'année dernière. C'était au sujet de Jersey. On n'en parle pas, Jersey, c'est très discret. Eh bien, c'est le pays, le premier exportateur de bananes. Alors qu'à Jersey, il n'y a jamais eu de bananier, bien sûr. Mais toutes les sociétés fruitières sont installées, comment on appelle ça, représentées là, quoi. Oui, seulement leur bureau, quoi, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, l'article disait que sur Jersey, il y avait 30 000 entreprises d'enregistrées là, mais qui n'étaient en fait qu'une plaque de cuivre sur les immeubles. C'est incroyable. Alors oui, je voulais ajouter aussi, parce que vous avez parlé des fondations. Eh bien, Bettencourt, justement, son île là, qui était son paradis fiscal personnel, oui, eh bien, son île a été transformée en fondation, des fondations. C'est généreux. Effectivement, on est à la croisée des chemins. J'ai l'habitude de dire que les peuples doivent réapprendre à se donner des institutions qui leur ressemblent. On en est là et on sait dans l'histoire que lorsqu'on est en présence d'une sorte de vide, le risque qu'il y a, c'est que ce vide se remplisse de la mauvaise manière. C'est toujours, je pense qu'il y a une sorte de sagesse aussi populaire qui fait craindre les révolutions, dans le sens où on constate bien dans l'histoire que du moment qu'on ouvre le jeu, il n'est pas dit que c'est au nom du bien commun qu'on va développer des institutions de remplacement ou de succession. Donc on est confronté au fond à une sorte d'angoisse historique et assez difficile au fond d'être maître du jeu dans des conjonctures qui échappent à tous et par rapport auxquelles des gens très puissants savent se positionner. Donc, je pense que c'est un peu le problème dans lequel on est aujourd'hui. Effectivement, il y a une crise et
les choses évoluent vite et intensément. Effectivement, il y a une prise de conscience à savoir que pendant qu'il y a des budgets de rigueur, ben, les détenteurs de capitaux n'ont jamais été aussi puissants et aussi favorisés par un système législatif qui contribue largement eux-mêmes à élaborer sur la base du lobbying, par exemple, ou du financement des caisses noires de partis politiques, ou sur la base du pantouflage ou des portes tournantes, à savoir que ce sont ceux qui travaillaient dans la banquière qui sont aujourd'hui ministres ou l'inverse, quoi. Donc on voit bien et les peuples comprennent, mais je pense, ça c'est mon interprétation, mais il y a un risque à ouvrir le jeu, c'est-à-dire à relancer fondamentalement le jeu consistant à refondre des institutions, si tant est qu'on a les moyens. Je pense qu'on a les moyens comme population, et la souveraineté populaire continue d'exister, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va s'en suivre. La République de Weimar, on sait comment elle a été déjà créée sur un mode très très controversé, historiquement, bon, par des assassinats de communistes, là, et pas des moindres, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, ainsi de suite, et va finalement déboucher sur le Troisième Reich, quoi. Je ne dis pas que c'est une fatalité, mais je pense qu'il y a cette inquiétude, quoi, qui est relative à, on va dire, qui explique un petit peu le côté inhibé. Mais en même temps dégoûté de populations qui finalement finissent par se dégager, quoi. Sur la question du temps, il n'y a pas de compétence pour ça. Je pense que la personne qui débarquerait en disant « j'ai compris comment ça va marcher » fait peut-être plus partie du problème que de la solution. C'est un enjeu vraiment où on est tous face à cette situation-là par rapport à notre intelligence. Par rapport au travail, c'est vrai que le travail finance le capital, le travail finance l'actionnariat, et aussi plus on travaille, plus on contribue comme contribuable, plus on finance la part de ceux qui engrangent les capitaux et les concentrent. Mais il y a aussi une autre façon d'engranger les capitaux qui est aussi inquiétante, même si ce n'est pas toujours sur la base du travail qu'elle est générée, c'est sur la base de la pure spéculation. C'est que la spéculation, on oublie souvent qu'elle ne porte pas sur les actifs escomptés d'une entité. Par exemple, si on spécule à la bourse et qu'on s'approprie une action, souvent en quelques secondes, hein, on l'achète, on la vend aussitôt. Hein. Mais quand on s'approprie une action, c'est pas parce qu'on a pris le temps de spéculer sur les valeurs réelles de l'entité, lesquelles valeurs serveraient de fondement à l'établissement du prix de l'action. On se dit, bon, telle société minière, par exemple, elle a vraiment des minerais, elle peut vraiment être rentable d'ici quelques années, donc je vais acheter des actions parce que je spécule et je pense que ça ira bien pour cette entité-là. Non, on spécule sur la durée d'une bulle. Au fond, ce qui pourrait traduire la pensée type des investisseurs de type spéculatif, là, il y en a énormément, c'est de dire, je sais que je paie trop cher l'action que je viens d'acquérir, mais j'ai confiance de pouvoir vendre à un tiers cette action à un prix majoré à un acheteur qui saura lui aussi que cette action est trop cher payée, mais qui entretient le même dessein. Et la spéculation porte sur la durée de la bulle. Donc, c'est complètement fou, parce que là, on crée, au fond, de l'argent de toutes pièces, quoi, sur la base, strictement, de jeux d'écriture, sans pour autant, et souvent à partir de l'épargne des gens, hein, sans pour autant savoir où nous mène cette économie casino. Hein. Et c'est aussi le problème. C'est que la finance essaie le plus possible de se dissocier du travail. Alors que Cahuzac, le gouvernement a soutenu Cahuzac jusqu'au bout, hein, alors que depuis longtemps déjà on avait toutes les preuves, on savait qu'il avait fraudé. Quand il a été obligé de démissionner, il a été remercié comme étant un très bon ministre du budget pour les services rendus à la France. Et donc moi, je me demande, même si on n'a pas de preuves, si justement il n'a pas aidé financièrement le gouvernement, puisqu'il a été tellement soutenu, c'est qu'il a rendu des services. C'est ce que je me dis, donc j'aurais voulu avoir une pensée. Ce qui est intéressant avec le cas Cahuzac, avec les RICA, avec le cas Gérard Depardieu, avec tous les exemples qu'on peut citer, les UBS par exemple par rapport aux États-Unis, le offshore, c'est qu'on ne peut pas comprendre comme tel le fonctionnement des paradis fiscaux parce que par définition, ils nous échappent.
les législations de complaisance nous échappent. Mais ce qu'on peut faire, c'est extrapoler sur la base des exemples qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des exemples qui passent à la lumière et qui tout d'un coup se révèlent. Et donc, par extrapolation, on peut comprendre le fonctionnement général sur la base d'études de cas. Et à mon sens, Jérôme Cahuzac n'est pas plus important que ça ou intéressant que cela. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, quand on voit les échelles sur lesquelles on blanchit les réputations politiques, c'est de voir, par exemple, qu'on s'apprête à avoir comme président de la Commission européenne à Bruxelles l'ancien Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker. C'est une pure honte. Et ce qui me préoccupe, moi, c'est de voir que parce qu'on a parlé tellement des paradis fiscaux sur un plan technique ces dernières années, savoir est-ce qu'on va ajuster telle modalité de telle manière, est-ce qu'on va signer des accords, et c'est important d'avancer sur ce plan-là, mais on a tellement avancé sur ce plan-là qu'on finit par ne plus associer la question des paradis fiscaux à des enjeux politiques. Alors que les paradis fiscaux, par définition, ils existent comme antagonistes des États traditionnels. Ils existent pour nuire aux États traditionnels. Ils n'ont pas d'autre vocation que d'empêcher les États traditionnels de fonctionner. Et bon, ben, les chefs d'État qui sont à la tête de ces États-là sont des adversaires de l'État de droit et Jean-Claude Juncker ne peut pas être présenté autrement comme un adversaire de régime démocratique. Je veux dire, parce qu'il a favorisé le développement de trusts, d'entités de fiduciaires, d'entités de tout genre qui ont permis à Parmalat, par exemple, d'escroquer des investisseurs de tout genre, qui ont permis à Bernard Madoff d'être lui aussi un escroc de premier plan, d'échafauder une pyramide de Ponzi, qui a permis à Clearstream d'être scalé, c'est-à-dire une chambre de compensation qui permet sur un mode industriel le blanchiment d'argent, si on suit aux travaux de Denis Robert, et toutes sortes de pratiques illicites, ainsi de suite, sans parler de la possibilité que le Luxembourg a donnée à quelqu'un d'aussi fréquentable comme DSK de fonder sa propre banque, enfin de se porter acquéreur d'une banque financière pratiquant tout ce qu'on peut décrier, quoi. Bon, gestion d'actifs, capital risque, assurance, intermédiation financière, c'est Anna Kefka, qui est la banque de DSK, la banque d'affaires située au Luxembourg. Donc ce qu'on a là, c'est un pays qui a nui au développement des États européens et qui voit celui qui a été son premier ministre et son ministre des Finances être porté ou nu par la Commission, par les pays de l'Union européenne, y compris les sociodémocrates, pour représenter à l'échelle internationale l'Union européenne, ses politiques. C'est très inquiétant de voir qu'on ne soit pas capable politiquement de situer le problème à cette échelle-là. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, et pour moi, c'est un échec qu'on doit considérer comme tel là, de la part de gens qui, vous disiez tout à l'heure qu'on est informés sur les paradis fiscaux, mais qui parlent des paradis fiscaux d'une manière tellement technique qu'on en a oublié le volet politique. Bon, merci pour tous ces éclairages. Alors, une question, peut-être de remarque, peut-être d'abord un point sur les termes, en fait. Donc, vous avez insisté là-dessus. Notamment, vous avez parlé de l'origine coloniale, la référence coloniale pour le terme paradis fiscaux. Vous avez parlé de, je ne sais pas si c'était pas le terme, mais j'ai retenu le terme libertarien, un peu de structure libertarienne. C'est intéressant, ou législation de compétences, parce que effectivement les termes me semblent, les termes sont fondamentaux, bien nommés, et donc du coup pour paradis fiscaux, parce que je vois aussi effectivement il y a justement le terme paradis, c'est vrai que ça peut poser problème parce que quelque part, justement, on peut se demander paradis pour qui, et puis vous parlez par rapport à l'État, donc c'est vrai qu'il y a cet enjeu-là. Et puis un autre. Ensuite, sur l'aspect comment reprendre la main, vous parliez d'insister sur l'aspect spécifique et transversal de l'enjeu, sur les secteurs, pour le travail militant, donc ça c'est intéressant. Bon, bien sûr, sur les termes, sur l'aspect juste technique, mais bon, la question ce sera, et puis bon, bien sûr, il y a tout ce que vous soulevez, donc ça c'est intéressant. Donc, mais c'est vrai que j'ai un peu cette préoccupation-là sur justement comment reprendre la main quand on voit l'ampleur du phénomène, et vous donniez l'exemple justement du président présenté de la Commission européenne. Donc justement, c'est comment reprendre la main, parce que effectivement, comme il y a tellement de choses tous les jours,
il y a tellement de choses sur lesquelles on a l'impression qu'on va pas pouvoir prendre la main. Comment avoir quelque chose vraiment d'identifiable qu'on puisse faire? Donc vous avez donné des pistes, mais c'est sur ce besoin-là en fait. Parce que par exemple, moi je pensais, bon, tous les jours je vois plein de choses, mais notamment il y a une chose actuellement, qui a été révélée par Wikileaks, c'est justement le projet de traité TISA, je ne sais plus ce que c'est, oui, accord sur le commerce des services. Et donc c'est une illustration parmi d'autres qui est vraiment, qui montre vraiment la puissance, c'est-à-dire que c'est, comme vous dites, c'est vraiment, on voit vraiment la souveraineté et du côté vraiment de la finance et des firmes transnationales et qui font tout pour justement renforcer ce pouvoir-là. Donc voilà, c'est la question sur où on peut reprendre la main en fait. Seulement sur la question des paradis, effectivement, le jeu de mots, en tout cas dans l'œuvre, et je mets œuvre entre guillemets, du fiscaliste cynique Édouard Chambaud, là, paix à son âme malgré tout, c'est d'avoir présenté les paradis fiscaux comme le contraire des enfers fiscaux que sont les États traditionnels, parce que voulez-vous, les États, les détenteurs d'actifs sont tellement imposés qu'ils croulent sous l'impôt. On voit dans certains de ces guides des illustrations complètement empreintes d'humour noir, où on voit effectivement de pauvres capitalistes porter le fardeau fiscal de tout un État malade. Bon. Et donc il fallait bien des havres pour permettre à ces acteurs de retrouver le chemin de la santé, quoi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, c'est plus une hypothèse, là, j'ai pas pu le vérifier, mais on sait qu'en français, phonétiquement, on peut confondre tax haven, qui est le havre fiscal, et heaven, qui est le paradis. Et je me demande si c'est pas un problème de traduction aussi, quoi, où on aurait traduit tax haven par paradis fiscal parce qu'on entendait tax haven, ce qui n'est pas la même chose, quoi. Mais bon, c'est anecdotique. Il reste que si on utilisait les termes appropriés pour parler des législations de complaisance, Jean-Claude Juncker ne pourrait pas être respectable. C'est tout simplement. C'est parce qu'on parle d'investissement, de trust, de fiduciaires, qui ont une arrime, au fond, dans le langage, les opérations offshore aux opérations licites, et qu'on les présente comme étant homogènes, au fond, et compatibles, alors qu'elles sont contradictoires. Cet homme-là ne pourrait pas se présenter sous le jour qui est celui que l'on sait maintenant. Ce ne serait pas anecdotique. Bon, et là, il y a vraiment un travail critique à faire, qui est un grand chantier, et je pense qu'il faut s'y attaquer maintenant. Bon, que faire? C'est une vaste question, mais c'est une vaste question, mais ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que c'est la question de tous les jours en politique. De toute façon, il n'y a jamais une façon où on a pris la main. Il n'y a jamais une façon où les peuples, ça y est, sont souverains, contrôlent et on gère le bien commun en fonction du commun, quoi. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de conquête ou de lutte pour des acquis ou de vigilance de tous les instants. Il n'y a jamais ce moment où... Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de penser, pour ne pas désespérer en même temps, c'est de voir comment la souveraineté est réfractée. Et au fond, aucune instance est purement et absolument souveraine. Il n'y a plus le souverain comme à l'époque royale, où on pouvait concevoir les choses comme ça de manière abusive. Là. Il y a des souverainetés. Et il y en a au moins 3 grandes, quoi. Il y a la souveraineté de l'État, où l'État peut encore légiférer pour empêcher, par exemple, de fumer dans les lieux publics ou pour imposer un certain nombre de devoirs et d'exigences et de prévoir un certain nombre de droits. Là. L'État continue d'être fonctionnel malgré tout. Il y a évidemment la souveraineté offshore, c'est-à-dire le pouvoir qu'ont de décider et de s'imposer des acteurs puissants qui inscrivent leurs affaires dans les paradis fiscaux pour ne plus avoir de compte à rendre à quiconque qu'à eux-mêmes dans ces pays ou législations qui sont des fantasmes pour eux, là, des fantasmes de banquiers. Là. Mon dernier livre en témoigne, je pense. Et le troisième type de souveraineté, c'est la souveraineté populaire. C'est le pouvoir qu'ont les peuples dans leur désorganisation, dans leurs échecs cumulés, dans leur improvisation, mais aussi dans leur savoir-faire, dans leur génie, dans leur prouesse, dans leur production, de peser, effectivement, sur le cours historique des choses. Et la souveraineté, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir de prendre des décisions qui s'en suivent des faits dans l'histoire. Et il arrive que les peuples prennent des décisions. On l'a vu en 1995 sur le plan des retraites, par exemple, ici, dans ce pays. On peut prendre des décisions comme peuple, sur un mode informel,
qui s'ensuit des faits dans l'histoire. Donc, et je pense qu'au fond, les souverainetés qui se confrontent historiquement, ce sont ces trois-là. C'est-à-dire que les populations, sans nécessairement être présentées comme étant conformes à l'état de droit qui est censé les représenter, l'état de droit qui continue à avoir des prérogatives réelles, et les acteurs offshore, là, au fond, se disputent la souveraineté selon une chimie qui est elle-même souveraine. Hein. Il y a comme une sorte de quatrième souveraineté qui est philosophique, au fond, qui est celle du sort, qui ressemble un peu plus à celle que le philosophe Georges Bataille développerait, là. Une sorte de souveraineté des rapports entre souverainetés, quoi. Une sorte d'incapacité à prévoir comment ces trois souverainetés-là vont entrer en chimie, ce qui fait que la pensée politique, l'action politique, le regroupement citoyen, l'action associative n'est jamais désespérée dans le sens où on ne sait jamais ce qu'elle va donner. Par définition, l'action politique et ce rapport entre souveraineté est imprévisible et ouvre sur l'imprévisible. C'est pour ça que, somme toute, la vie mérite d'être vécue. Bonjour. Moi, je travaille sur les enjeux politiques, sur les rivalités de pouvoir liées aux paradis fiscaux. J'ai pas encore lu votre dernier livre, peut-être qu'il y a la réponse dedans. Actuellement, on est en train de vivre un phénomène assez important sur les paradis fiscaux qui est, on va dire, la reprise en main une lutte de la part du milieu anglo-saxon sur les paradis fiscaux qui sont de tradition de droit latin, c'est-à-dire avec la loi FATCA, les Américains sont en train de tuer le droit suisse, comme ils sont en train de mettre à terre pareil l'Autriche, la Belgique, partout où il y a le secret bancaire qui bientôt n'existera plus, mais au profit des pays anglo-saxons comme les États-Unis ou l'Angleterre, où là on aura des phénomènes de secret professionnel avec la constitution de trust. Donc on a cette reprise en main qui est ce qui illustre le mieux, c'est la fameuse loi FATCA. En un mot, la loi FATCA, c'est une loi américaine qui oblige toute banque qui peut se positionner aux États-Unis, se placer aux États-Unis. Elle devra déclarer tout contribuable américain, même si celui-ci est dans une filiale d'un paradis fiscal. Donc forcément, la Suisse a cédé, le Luxembourg également, pour pouvoir avoir accès au premier marché mondial financier qui est les États-Unis, pour pouvoir s'installer là-bas. Ce que je me demande, moi, c'est est-ce qu'il y a, vous avez beaucoup étudié les Caraïbes, est-ce qu'on peut noter des luttes de pouvoir entre les États-Unis et l'Angleterre, notamment les États-Unis des Wall Street, l'Angleterre des la City, sur ces confettis, c'est-à-dire on parle des Bahamas, par exemple, les Bahamas font partie du Commonwealth. Pour autant, sont-ils plus un instrument de la part des Américains ou plus un instrument des Anglais dans tout de suite, dans cette accaparation de la finance offshore, dans des parts de marché en fait, on est dans des parts de marché. Donc je voulais savoir si vous avez étudié plusieurs îles, j'ai vu les chapitres, j'ai pas lu encore le livre, mais est-ce que vous avez pu voir dans toutes ces îles s'il y avait des rivalités de pouvoir entre ces deux puissances donc qui ont tué le troisième, c'est-à-dire la puissance latine, et donc on n'a plus maintenant que deux acteurs qui sont l'Angleterre et les États-Unis. Pour partir sur la base des avancées de nature technique, j'ai tendance parfois à minimiser l'aspect technique simplement pour montrer comme le problème est large et vaste, parce que je crains souvent qu'on s'enferme dans des discussions de type technique. Cela dit, il y a des avancées réelles qui sont encourageantes et qui sont même étonnantes. Effectivement, le FATCA, comme vous l'avez expliqué, contraint les institutions financières étrangères présentes aux États-Unis de divulguer les informations au fisc américain concernant des détenteurs d'actifs américains chez eux à l'extérieur. Bon, et on avance en Europe, en France en particulier, pour la déclaration de revenus pays par pays par de la part d'entités
financière française. Le FATCA a initié énormément de réflexions et de discussions bilatérales entre plusieurs pays pour finalement faire la même chose. Si on se prête au jeu par rapport aux États-Unis, pourquoi ne pas le faire ailleurs? Il y a un problème avec le FATCA, par exemple, par contre, c'est qu'il faut avoir la puissance politique des États-Unis pour obtenir les résultats qui seront ceux qu'on aura chez eux. C'est-à-dire que le Canada, par exemple, ne pourrait pas mettre en avant dans ces termes mêmes les dispositions du FATCA, tout simplement parce que les États-Unis sont comme entité nationale dans un rapport de force particulier. Donc, il y a quelque chose qui ne peut pas se dupliquer là, mais qui donne lieu à des discussions pertinentes entre États sur des questions strictement de type fiscal. Donc, on n'est pas dans le tout des législations de complaisance qui, moi, me préoccupe, là. Parce que depuis 2008, les États se sont rendus compte que le phénomène a pris des proportions, je crois, beaucoup trop grandes à leurs yeux, alors qu'au départ, il s'agissait d'élaborer des échappatoires pour favoriser une caste particulière, quoi. Et là, entre guillemets, on peut dire que les paradis fiscaux sont démocratisés, hein, je le dis avec ironie, et disons, sont devenus accessibles à plusieurs acteurs. Bon, effectivement, moi, je ne peux pas dire que j'ai particulièrement analysé la chose sous cet angle concurrentiel, donc ma réponse est sujette à caution, mais je n'ai rien vu de tel qu'une concurrence entre l'Angleterre et les États-Unis, mais oui, j'aurais tendance à partager votre hypothèse, à savoir que les États-Unis visent à mettre à mal une pratique européenne, de l'évitement, l'évasion fiscale et des activités offshore. Il est entendu que la Suisse est dans la ligne de mire des États-Unis, tandis que les îles Caïmans ne le sont pas du tout. Et c'est pas par hasard, et le Delaware non plus, et c'est pas par hasard, et c'est pour ça que moi j'ai de la difficulté à m'emballer quand il y a des avancées, parce que j'ai l'impression que ce sont plutôt effectivement des paradis fiscaux de type britannico-américain versus ceux de l'Europe continentale qui se font la lutte pour des avoirs qu'on se partage et peut-être pour aussi des procédés qu'on veut contrôler. Ce qui m'inquiète, moi, par-dessus tout, c'est de voir qu'en même temps qu'on se donne à l'échelle internationale de plus en plus d'instruments pour traquer la fraude, en même temps, on tend à légaliser des opérations qui étaient illégales hier. Et donc, le prix de transfert, l'évaluation aberrante, le mispricing, un certain nombre de techniques qui se trouvent par toutes sortes de textes de loi légalisés. Et donc ces mécanismes-là serviront à rien parce qu'on ne traquera qu'évidemment que ce qui est présenté comme étant illégal dans les dispositifs légaux des différents États. Il y a aussi un autre problème par rapport à la divulgation d'informations, c'est que ces mécanismes-là obligent les États et les entités qui sont présentes dans les États à ne divulguer que les informations qu'ils ont. Or, si on prend un trust à Hong Kong, par exemple, le trust à Hong Kong n'a pas à lui-même à savoir qui est le bénéficiaire ou même l'administrateur du trust, quoi. C'est-à-dire que l'information n'existe pas. Et selon on pourrait dire la jurisprudence en la matière à l'échelle internationale, on ne peut contraindre un État ou les entités présentes dans un État à ne fournir que les informations qu'elles ont à avoir. Mais on ne peut pas les contraindre à avoir de l'information que le cadre national ne prévoit pas. Je ne sais pas si vous me suivez, là, mais ça, c'est un des problèmes aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de points aveugles. Il y a des avancées qui témoignent aussi d'une sensibilité de plus en plus grande à l'intérieur des appareils d'État. Quant à ce phénomène-là, il y a ici, par exemple, un ex-député centriste, François Daubert, qui fait un travail impressionnant sur cette question-là. Donc, on voit qu'il y a des rapports de force dans les appareils de parti, puis dans l'appareil d'État, et qu'on marque des avancées, mais je pense qu'il ne faudrait pas pour autant cesser d'être vigilant, parce que pendant que des paradis fiscaux et des législations de complaisance s'affaiblissent, d'autres se renforcent. Et aussi, la classe financière, de manière générale, organise le jeu de façon, pour le moment, à ne pas écoper tellement, pour dire le moins. Oui, alors même si vous avez répondu en partie à la question que je vais vous poser, moi j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre la complaisance envers nos gouvernements sur les législations, sur les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, parce que ces gouvernements sont obligés d'appliquer des politiques austéritaires qui les rendent très impopulaires. Donc voilà,
J'ai du mal à comprendre ça. On pourrait dire que les institutions publiques ont été confisquées. La raison pour laquelle j'ai insisté sur les disciplines tout à l'heure, c'est précisément, par exemple, sur cette question-là, pour qu'on évite de s'enfermer dans de simples définitions formelles. C'est-à-dire que la Constitution, effectivement, prévoit que le titulaire de la décision souveraine en France, qui est le président, puis dans une certaine mesure le premier ministre, puis le gouvernement, puis ensuite les maires, selon la définition des aires de pouvoir, prennent des décisions en vue du bien commun, et servent la France, et tout ça, c'est une définition formelle des choses, mais quand on est sociologique, on se rend bien compte que dire François Hollande n'entend plus personne d'autre que des acteurs qui seront des lobbyistes, des financiers, des partenaires européens, des banquiers, des bons, qui sont dans des... qui ont des considérations qui n'ont rien à voir avec les considérations formelles du président. Et c'est très inquiétant. C'est-à-dire cette espèce de perte de souveraineté, là, et cette espèce de dévoiement est inquiétant. Ça m'amène à dire peut-être autre chose, là, tout à l'heure, dans la déconstruction, finalement, de la représentation du problème. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de face-à-face entre, d'une part, ce qu'on pourrait représenter d'honnêtes états de droit qui visent à la défense du bien commun, et d'autre part, de maléfiques paradis fiscaux qui seraient là comme des espèces de pirates d'un genre nouveau en train de gangréner la chose commune et démocratique. Je veux dire, aujourd'hui, les législations traditionnelles, les états de droit, comme la France, le Canada, l'Irlande, l'Espagne, la Belgique, l'Autriche, le Japon, et ainsi de suite, s'inspirent des paradis fiscaux pour développer tout un secteur les regardant de façon à attirer un capital devenu souverain. Et moi, dans mon bouquin, j'ai été fasciné de voir que non seulement des Canadiens, là on parle de ministre des Finances, de gouverneur de la Banque centrale, et ainsi de suite, ont créé de toutes pièces des paradis fiscaux des Caraïbes, étant membre du Commonwealth, mais membre particulièrement actif. Mais en plus, après coup, ils se sont inspirés de leur créature pour développer leur propre législation provinciale et fédérale. Et donc, on a des États qui s'inspirent des paradis fiscaux pour attirer à peu de frais des investisseurs, pas pour générer de l'emploi ou satisfaire leur population, mais simplement parce qu'ils sont membres d'une oligarchie. Et une oligarchie, qu'est-ce que c'est? C'est un pouvoir qui comprend à la fois les grands industriels, les grands financiers et les grands politiques. Et c'est ensemble qui gouvernent. Et je pense que ce n'est pas être paranoïaque de voir les choses ainsi, du simple fait que le pantouflage, comme on dit en France, les portes tournantes, comme on le dit au Québec, témoigne bien de ce passage continuel d'acteurs du domaine financier au domaine industriel et politique. Je veux dire, bon, par exemple, entre mille exemples, Robert Fowler, qui a été... le diplomate canadien pris en otage il y a quelques années au Niger, alors qu'il avait un mandat de l'ONU, mais que l'ONU ignorait qu'il était allé rendre visite à la société minière canadienne Semafo, présente sur place parce que la concurrence arriva, s'est fait apparemment kidnapper par Al-Qaïda. Bon, c'est un exemple un peu bateau, enfin, c'est une sorte de justification un peu passe-partout. Il reste qu'après coup, il est devenu le représentant de la société minière Barrick Gold. Enfin, et celui qui voyageait avec lui, Robert Louis Gay, avait travaillé, je pense, pour Placerdome avant de devenir diplomate, avec des congés sans solde de temps en temps, de sorte qu'on ne savait pas s'il était un industriel du secteur minier faisant de temps en temps de la diplomatie ou un diplomate prenant de temps en temps des congés sans solde pour mener des activités minières. On est continuellement face à des gens, je veux dire, comme Cahuzac, qui a été un peu dans l'appareil d'État, ensuite un industriel dans le domaine... qui n'a rien à voir avec la santé publique, là, l'implant capillaire, là, qui est un domaine rentable et qui n'a rien à voir avec le bien-être de la population, pour ensuite devenir ministre du budget, et qui, à mon sens, n'a rien de socialiste. Comme DSK, comme Fabius, comme tous ces gens-là, qui sont, je veux dire, strictement des espèces des oligarques. Des oligarques, tout simplement. Bon, et du moment quand il s'agit de reprendre toute la terminologie, du moment qu'on comprend que finalement les appareils de partis, de gouvernement sont intégrés à des oligarchies, mais on comprend un peu mieux comment fonctionnent les paradis fiscaux et on comprend un peu mieux aussi pourquoi tous les États, grâce à cette forme d'harmonisation vers laquelle on tend, tendent à devenir finalement plus ou moins des paradis fiscaux de façon à ce qu'on cesse de dire que tel pays est un paradis fiscal, un tel ne l'est pas. Je pense qu'on peut un peu intégrer le régime de façon à ce que tous les pays, grosso modo, laissent en paix les oligarques
et impose la classe moyenne et les prolétaires du point de vue fiscal et encadre du point de vue légal les mêmes, la classe moyenne et les prolétaires aussi, quoi, mais qu'on laisse un peu hors la loi les oligarques qui l'écrivent, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, on va rester là, je pense, c'est pas mal. Merci. Je vais juste... Oui, alors Anna va nous apporter des petites précisions. Juste. Pardon. Oui, en fait, je voudrais vous dire que sur Internet, vous pouvez trouver une excellente vidéo d'une vingtaine de minutes qui a été faite donc par éradiquer les paradis fiscaux. Échec aux paradis fiscaux, qui est un collectif canadien. Vous pouvez peut-être dire 2 mots si possible, mais ce que je veux dire par là, c'est que d'après ce que j'ai pu comprendre, ce collectif donc associe des collectifs en même temps qui défendent les services publics. Et c'est la lutte contre les paradis fiscaux, mais en associant tous les secteurs de la société qui sont victimes des sévices que vous venez de dire, qui laissent les paradis fiscaux. Pour moi, cette notion, elle est hyper importante. Il y a un vide qui est laissé par ces espèces de zones de non-loi, de paradis fiscaux, et ces vides, il faut qu'on le remplisse, nous, en tant que citoyens. Et il y a des lieux, ici, il y a des lieux comme celui qui nous offre au sein, pour qu'on puisse discuter entre nous. Et je pense qu'il faut s'emparer de cette problématique. Il y a des associations, par exemple, qui actuellement essayent aussi de sortir tout ce qui est souffrance au travail par des lieux aussi citoyens où les psychologues du travail, les salariés, les syndicats, des journalistes discutent de ce qui est la souffrance au travail, qui est aussi résultat du néolibéralisme qui permet justement l'existence des paradis fiscaux. Donc je vous rappelle, regardez cette vidéo, c'est très bien expliqué en 20 minutes et surtout diffusez-la, diffusez ces liens. Et bon, moi je voudrais là entendre Alain Deneau sur ces collectifs qui peuvent nous donner des idées à nous, ici en France, de créer des collectifs. Je vous dis, actuellement, il y a un collectif qui a été créé en France pour la défense du service public face au démantèlement qui est en train de se préparer avec le TAFTA, qui est négocié sur notre dos, sans mandat citoyen. Et donc, il y a énormément d'initiatives et on est pour la convergence de ces initiatives et il faut que c'est à nous de nous emparer de toutes ces problématiques pour restaurer cette souveraineté populaire. Oui, peut-être un mot très rapidement. Je suis chercheur au réseau pour la justice fiscale qui est lié au Tax Justice Network. Et à ce titre, l'association, le réseau pour la justice fiscale, fait partie d'un collectif qui est Échec aux paradis fiscaux, qui ressemble drôlement à la plateforme paradis fiscaux judiciaire ici, je dirais, en France, et qui unit des associations luttant contre les ateliers de misère, par exemple, ou pour le bien commun, en même temps que des syndicats. Et on essaie de faire en sorte que la question des paradis fiscaux soit centrale et incontournable. Et moi, je souhaite un jour complètement me saborder en souhaitant que la question des paradis fiscaux soit reprise par tous et que personne ne se présente au fond comme l'expert de la question, quoi. Mais qu'on soit tous capables d'évoquer ce problème, quel que soit son point de vue, son activité politique et civique. Parce que cette question-là mérite de sortir complètement de la sphère d'expertise. Merci beaucoup.